Bonjour, je suis Elias Kouki, je suis professeur des universités Conservatoire national des arts et métiers, CNAM Paris, et notre cours d'aujourd'hui porte sur l'Internet. Donc on va aborder les concepts de base de l'organisation de l'Internet et également une introduction au routage IP et au protocole IP, Internet Protocol. Notre cours commence par un bref descriptif euh, historique de l'Internet. Et après, on va aborder quelques concepts de base, les acteurs, la notion de protocole stack TCP/IP, la notion de l'adresse IP, l'administration, également quelques concepts de base liés au routage IP. Donc l'Internet d'aujourd'hui trouve ses origines déjà dans les années euh, 60 déjà avec la notion des communications établie par le ministère de la Défense américaine. Donc depuis maintenant presque 4, 80, disons 70 ans, il y a eu de nombreuses tentatives de développement des protocoles et des réseaux pour relier des sources et des destinations pour achever des communications de bout en bout sur des émetteurs et des récepteurs distants. Donc voilà, il y a eu quelques innovations, par exemple dans les années 60, 61, 65, 60, 67, il y a eu le développement d'un grand projet de l'ARPA, donc Network Working Group de l'ARPA, de la défense américaine, pour concevoir des protocoles de transfert des messages. Donc c'est l'Internet Message Processor et également quelques protocoles de base pour acheminer des informations et des données à distance. Donc voilà, aux États-Unis, on a vu l'apparition de quelques innovations telles que Alohan et également le PRNet dédié au réseau sans fil. En France, on a vu la naissance de Cyclade d'INRIA et également quelques innovations en Grande-Bretagne et d'autres pays européens, euh, des projets qui portaient sur l'innovation de quelques protocoles pour assurer des communications distantes de bout en bout, depuis l'émetteur au récepteur qui se trouve sur des distances éloignées. Donc, il y a eu également la naissance de Internet euh, International Networking Working Group, donc, qui a initié des travaux des universitaires, donc des académiques, des industriels autour de l'Internet. Donc, il y a eu aussi le développement de la notion de la passerelle, mais ce qu'on appelle gateway également, pour euh, passer d'un réseau vers un autre réseau, pour passer entre deux réseaux hétérogènes, et également pour convertir le format des messages lorsqu'on part d'un réseau A vers un réseau B complètement hétérogène. Et par la suite, il y a eu également des développements au sein de ce groupe sur quelques protocoles élaborés dans les années 72, 74, tels que le TCP, le Telnet et le FTP. Donc, ce sont des premiers protocoles développés hein, dans le monde de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Donc, dans les années 80, il y a eu le développement et, et également de quelques protocoles et surtout aussi le passage à l'échelle, l'élaboration de TCP/IP, donc avec des expérimentations réelles à grande échelle. Donc, on a eu également
l'innovation de CSNet, donc Research Center Networks aux États-Unis, qui a fait de nombreuses innovations majeures sur le TCP/IP et sur le son déploiement. Également, il y a eu l'ARPANET, donc une sorte d'un petit réseau de déploiement de TCP/IP et tout d'autres projets autour de déploiement de TCP/IP par l'Unix, également par d'autres agences américaines et également quelques agences européennes. Donc il y a eu sur l'innovation de DNS, donc le Domain Name Server, qui est un protocole de la couche application qui permet de convertir la recherche entre un nom de domaine, une adresse IP, ou bien une adresse IP et un nom de domaine. Il y a eu également le premier meeting à Oslo de ce qu'on appelle World Network for Research. Donc là, il y a eu l'innovation des conférences internationales, des meetings internationaux également autour de l'organisation de l'Internet. Par la suite, il y a aussi l'effort international réalisé par l'OSI, par l'Organisme international de standardisation. Et donc, on a vu dans les années 80 l'apparition de premiers modèles OSI qui a permis de structurer les tâches de l'Internet, mais également euh, les tâches de communication entre deux entités distantes à travers plusieurs couches protocolaires. Euh, donc, et par la suite, euh, ce modèle euh, a vu le déploiement sur plusieurs technologies et également on a vu l'apparition par la suite de protocole TCP/IP qui est un protocole réduit de OSI, parce que le OSI était sur 7 couches, alors que TCP/IP était sur 5 couches, donc on a regroupé les 5 couches élevées, supérieures, sur une couche application. Voilà, par la suite aussi, il y a eu des développements majeurs autour de la part des industriels, tels que par exemple IBM, qui a créé le European Academic Research Network. IBM qui s'est très très intéressé à l'innovation de l'Internet et des protocoles de communication autour de l'Internet depuis déjà les années 80. Et donc, la tentative d'IBM de créer le EARN et également le CERN à Geneva, en Suisse. Et par la suite, il y a eu aussi développement de plusieurs technologies autour de modèles OSI par IBM et également par d'autres industriels. Donc, par la suite, il y a aussi l'apparition de quelques protocoles largement répandus sur l'Internet, l'Internet qui devient un moyen de communication publique démocratisé à travers le monde. Et voici quelques exemples de protocoles. Donc, il y a le protocole WWW dans les années 89. Et aussi, on a vu l'apparition de quelques réseaux nationaux en France, par exemple le Renater, etc. Et par la suite, donc, on a vu le déploiement à grande échelle de protocoles TCP/IP et aussi, surtout, le protocole IP, avec l'apparition de plusieurs types d'interfaces IP sur les passerelles, sur les routeurs, etc. Donc, on peut dire que l'Internet est tout simplement le- la production de plusieurs acteurs au niveau mondial, donc les académiques, les chercheurs, les industriels. Mais le bébé Internet de départ hein, était surtout généré par les laboratoires de recherche et les universités. Par la suite, donc, il y a eu les industriels, notamment IBM tout au départ, mais aussi des organismes de standardisation, le ministère de la Défense américaine et d'autres également, des organismes et des acteurs gouvernementaux au niveau mondial
qui se sont intéressés pour le déploiement à grande échelle de l'Internet. Donc on peut dire que euh, l'apparition et l'évolution, déploiement de l'Internet a été complètement dépendante aussi de déploiement de la technologie TCP/IP. Donc pour rappel, TCP/IP, la technologie qui a succédé au modèle OSI à 7 couches. Donc la technologie TCP/IP est une technologie à 5 couches qui s'est déployée dans le monde de l'industrie des télécommunications et des réseaux. Voilà, l'Internet peut être défini comme étant un réseau mondial, un réseau virtuel qui est composé d'un ensemble d'équipements physiques, hein, des routeurs, des commutateurs, etc. Et l'Internet est un ensemble de systèmes autonomes chaque système autonome est composé d'un ensemble de routeurs et l'interconnexion entre tous ces routeurs forme le réseau Internet d'aujourd'hui. Et le mode de communication sur Internet est de type connectionless, ou bien donc une mise de communication entre émetteur et récepteur sans passer par une connexion au préalable. Donc c'est pour ça qu'on parle de mode datagramme également, ou bien ce qu'on appelle connectionless packet delivery services. Donc cela veut dire que on n'a pas besoin d'un protocole de signalisation pour acheminer les données par la suite. Et lorsqu'on parle de l'Internet, on parle donc d'une interconnexion d'un ensemble de systèmes autonomes, l'interconnexion des réseaux. Donc l'Internet, c'est tout simplement le réseau des réseaux au niveau mondial. Lorsqu'on parle de la connexion des réseaux, donc on parle de la connexion des réseaux que ce soit locaux, hein, donc caractérisés par les modes de communication unicast, multicast, mais aussi la connexion de plusieurs réseaux au niveau national, donc ce qu'on appelle Wide Area Network. Donc là, en l'occurrence, on parle par exemple des réseaux téléphoniques classiques, hein, RTC, PSTN, ou bien ISDN. Et aussi, on parle des réseaux de données. Hein, réseaux de données qui sont largement déployés sur le mode de communication par paquet. Donc, les réseaux WAN de départ étaient soit orientés vers le mode circuit, donc c'est les réseaux téléphoniques classiques, hein, analogiques et numériques, hein, RTC et ISDN par la suite, mais aussi on trouve le mode de communication par paquet, mode de communication au mode datagramme également, hein, qui assure des connexions de bout en bout sans établissement d'une connexion dès le départ. Il y a également aussi un autre mode de communication sur les réseaux WAN, donc c'est les communications en mode circuit virtuel, hein. Et donc là, on parle des technologies de type X25, AT1, frame relais, etc. Donc ils sont basés sur le mode de communication euh, en mode circuit virtuel. Voilà, donc lorsqu'on parle de l'Internet, généralement, on parle d'un effort mondial hein, orchestré par des protocoles implémentés sur les terminaux, mais également des protocoles implémentés sur des routeurs intermédiaires. On parle également d'une connexion de bout en bout, des limiteurs jusqu'au récepteur, en passant par des technologies hétérogènes, en passant par des routeurs Internet, par des technologies de type PSTN, ISDN, en passant par aussi plusieurs fournisseurs de services, hein, les ISP. Et donc, on peut dire de façon globale que l'Internet est une connexion du réseau, euh, des réseaux locaux, mais des réseaux nationaux également. Il y a eu plusieurs acteurs euh, qui ont permis le déploiement à grande échelle de l'Internet d'aujourd'hui.
Donc, on parle des organismes de standardisation internationale, tels que l'IETF, tels que ISO, l'ITSI aujourd'hui, 3GPP, etc. Mais surtout l'IETF qui a joué un rôle très très important dans le développement de plusieurs protocoles de routage, de protocoles de transport de bout en bout, le protocole de la couche 2 pour la liaison de données, etc. Euh, et donc, il y a eu aussi des organisations académiques, hein, des organisations aussi gouvernementales, industrielles, euh, qui ont contribué à l'effort de déploiement de l'Internet à grande échelle. Lorsqu'on parle de l'Internet, donc on parle d'un ensemble d'équipements aussi, euh, et ces équipements sont répartis entre deux types d'organisations, donc les émetteurs et récepteurs, ce qu'on appelle les points terminaux, mais aussi le réseau cœur de l'Internet, donc là on parle des routeurs. Au sein des terminaux, il y a tout un ensemble de protocoles qui sont déployés euh, en mode OSI ou bien en mode TCP/IP. Hein. Donc, sur les terminaux, on parle donc, on trouve un ensemble de protocoles déployés sur les points terminaux, des protocoles organisés sur différentes couches protocolaires, donc telles que la couche application. On voit ici quelques exemples de protocoles de la couche application, le protocole DNS, le protocole Telnet, FTP, SMTP, le protocole RTP pour la transmission de trafic temps réel, le protocole RTCP pour contrôler les sessions à temps réel, etc. On trouve également des protocoles de la couche transport, donc le protocole par exemple UDP, largement utilisé pour transmettre les services multimédia et le trafic temps réel, et également le protocole TCP, Transmission Control Protocol, largement utilisé pour transmettre des données en mode non temps réel. Et ces deux couches, la couche application et la couche transport, reposent sur une couche principale qui est l'Internet Protocol, bien la couche réseau, qui permet d'assurer entre autres le routage sur Internet. Donc les trois couches supérieures, généralement, on parle de la couche application, de la couche, de la couche transport et également la couche réseau. Hein. Donc, ce sont des couches importantes à déployer généralement dans les points terminaux. Euh, la couche application, la couche transport, généralement, elles ne sont pas déployées sur les équipements des routeurs intermédiaires. Donc, des routeurs intermédiaires disposent uniquement des couches basses. Donc, là, on parle de la couche physique, la couche liaison de données et la couche IP, bien la couche réseau. Il est important de comprendre également que la notion d'encapsulation, parce qu'en fait, on peut envoyer les données issues des couches supérieures, donc la couche application, la couche transport, également la couche IP. Donc, ces paquets-là peuvent être envoyés sur des couches physiques complètement différentes. On peut utiliser, par exemple, le protocole de la couche physique, le ATM, les couches d'en bas, c'est-à-dire les couches de liaison de données. Hein. On peut utiliser la technologie ATM, on peut utiliser l'X25, on peut aussi envoyer des paquets IP sur la technologie Ethernet. Et aussi, et sur la couche physique, on peut utiliser que ce soit de la fibre optique, on peut utiliser également des réseaux filaires, euh, de réseaux sans fil, hertziennes, etc. Il est important de comprendre que l'Internet protocole repose principalement sur les adresses et donc ces adresses permettent d'identifier des équipements
euh, sur des, euh, sur des réseaux hétérogènes, etc. Donc chaque équipement généralement est caractérisé par des identifiants différents. Donc en fait chaque device, chaque point terminal, et chaque équipement d'une façon générale est caractérisé par des identifiants. Et cet identifiant s'appelle des adresses IP. Euh, donc on distingue deux types d'adresses IP, donc on trouve bien deux types d'adressage effectués sur deux protocoles différents. Donc en l'occurrence, on parle du protocole IP version 4 et le protocole IP version 6. La différence majeure entre ces deux protocoles, c'est la taille d'adresse utilisée pour identifier les équipements, etc. Euh, donc un autre concept aussi intéressant à comprendre dans le domaine de l'Internet, c'est l'Internet naming. Donc il faut savoir qu'il existe tout un système hiérarchique d'identification des noms. Donc le point principal supérieur, c'est le root. Et au-dessous des routes, vous avez des noms des domaines différents, donc tels que .com, .edu, .gov, .net, etc. Donc ça, ce sont des domaines DNS qui permettent d'identifier des domaines différents. Et on a également les sous-domaines. Par exemple, on trouve .com et après on trouve le Microsoft au-dessous de .com. On trouve par exemple au-dessous de .org, on trouve les ESOC, etc. Après, on a aussi des ressources, donc telles que le www, on a aussi le FTP, le Gopher, etc. Donc par exemple, si on parle de www.cnan.fr, www c'est la ressource, le CNAM c'est le sous-domaine et .fr c'est le domaine. Euh, voilà, donc ça, ce mapping entre l'adresse IP et un nom de domaine, c'est le rôle du protocole DNS. Le DNS joue un rôle très très important dans la philosophie de l'Internet, hein, parce que ça permet de convertir rapidement un nom de domaine vers une adresse IP et une adresse IP vers un nom de domaine. Le plus simple pour nous, généralement, c'est de taper un nom de domaine. Par exemple, on peut taper www.cnan.fr, c'est beaucoup mieux que de taper son adresse IP, l'adresse IP du serveur de CNAM. Ou bien, par exemple, on tape www.sncf.fr, c'est beaucoup mieux que de taper son adresse IP. Et le protocole qui permet de faire ce mapping, bien la conversion entre le nom de domaine et l'adresse IP, c'est le protocole DNS. On aura un chapitre dédié au protocole DNS. Pour rappel, le protocole DNS est un protocole de la couche application. Maintenant, on va aborder quelques aspects d'organisation de l'Internet d'une façon générale. Donc, il y a plusieurs organismes internationaux qui jouent un rôle important dans l'organisation de l'Internet mondial, parmi lesquels il y a l'IETF, Internet Engineering Task Force, et les boards, le board de l'IETF, généralement, est composé de deux types de comités. Donc, il y a le Internet Research Task Force sur tout ce qui est recherche, etc. Après, vous avez aussi l'Internet Engineering Task Force qui tourne autour de l'ingénierie de l'Internet. Les livrables de l'EETF s'appellent les RFC, donc les Requests for Comment. Donc, ce sont des articles, mais des livrables générés par les groupes de travail de l'EETF. On trouve par exemple un groupe de travail sur les alertes pour détecter les intrusions. Il y a des groupes de travail sur aussi sur la signalisation de la voie, etc., etc. Donc on trouve plusieurs working groups, ce qu'on appelle groupes de travail, et chaque innovation d'un groupe de travail donne lieu à une RFC.
Après, il y a des RFC qui deviennent obsolètes avec le temps, mais il y a aussi d'autres RFC qui deviennent des standards. Euh, donc au niveau international aussi, il y a un organisme qui permet d'attribuer les noms des domaines et également qui permet d'attribuer des adresses. Donc on trouve le ICANN qui se trouve aux États-Unis, hein, et qui permet de créer aussi des noms génériques de domaines, hein, donc voilà, .museums, etc., etc. On trouve aussi l'IANA, donc Internet Assigned Number Authority, qui par la suite euh, s'est décliné sur plusieurs agences au niveau de chaque continent. Par exemple, en Amérique du Nord, on parle de ARIN. Euh, en Asie, on parle de APNIC. On a aussi en Europe, on parle de RIP, NCC, hein, qui sont des agences qui permettent d'offrir, par exemple, les noms des domaines, mais également de donner les adresses réseau. Voilà, donc généralement, lorsqu'on parle de protocole IP, hein, donc on parle d'un protocole qui permet hein, de, d'organiser les communications sur Internet. Pour rappel, un protocole, c'est tout simplement un ensemble de règles qui permettent des échanges. Donc si on parle des échanges sur Internet, donc un des meilleurs protocoles qui ont permis justement d'assurer cette évolution de communication entre des entités distantes en passant par le réseau Internet. Donc là, on parle de protocole IP, Internet Protocol. Et l'Internet Protocol permet de faire véhiculer des données, des messages entre des serveurs, entre des clients, entre des services et des clients, etc. Et la tâche principale du protocole IP, c'est le routage. Donc le routage permet tout simplement de choisir un chemin pour aller d'une source à une destination. On parle également de l'architecture décentralisée de l'Internet. Internet est une architecture complètement décentralisée grâce justement à des protocoles qui fonctionnent en mode décentralisé, tels que le protocole IP. Hein, le protocole IP permet une décentralisation de bout en bout et une communication distribuée entre les, euh, les utilisateurs. Le protocole IP, généralement, repose sur les adresses IP. L'adresse IP est tout simplement un identifiant qui permet hein, d'identifier un objet, ou bien un équipement, ou bien un service sur Internet. Généralement, l'adresse IP est composée de deux parties, donc il y a une partie préfixe et la partie interface. Le, le numéro préfixe, il détermine le numéro du réseau réellement, et alors que l'interface détermine euh, le numéro de l'interface à l'intérieur de ce réseau. Donc il y a la partie préfixe et la partie machine. La partie préfixe, c'est tout simplement la partie réseau, c'est l'identifiant réseau. Après, on a l'identifiant machine. Donc ça, c'est le numéro de la machine à l'intérieur de ce réseau-là. Donc on parle, par exemple, d'adressage IP sur, sur 4 bytes. Donc là, on parle du protocole IPv4. IPv4, bien, les adresses IPv4 sont des mots composés de 4 bytes qui sont séparés par des points. Donc à l'intérieur, on trouve, voilà, on trouve la partie adresse de la machine et, et avant ça, on trouve également la partie préfixe qui détermine le numéro du réseau global. Donc, généralement, un ordinateur est identifié par une adresse IP unique sur Internet. Euh, cette-
cette adresse, comme je l'ai mentionné précédemment, dispose de deux parties. Une partie euh, qui identifie le réseau global et après on a une partie qui identifie l'adresse de la machine à l'intérieur de ce réseau-là. Euh, et généralement, on parle aussi d'une autre notion, on parle du masque du réseau. Le masque, il permet de déterminer, par exemple, combien d'adresses IP peuvent être utilisées, exploitées ce réseau, bien dans le réseau. Donc, si on prend cet exemple-là, hein, euh, donc on a un identifiant d'adresse qui porte sur 3 octets. Donc là, on parle d'un masque sur 24 bits, hein. Donc 8 plus 8 plus 8, hein. Donc on est sur 24. Donc lorsqu'on parle de la notion de slash 24, hein, cela tout simplement veut dire que on a une adresse, par exemple, de classe C, hein, et on a la possibilité euh, d'adresser l'équivalent de 2 à la puissance 8, théoriquement, hein, donc l'octet qui reste, hein, machine, donc 2 à la puissance 8, euh, moins 2. Euh, Pourquoi moins 2? Parce qu'on enlève une adresse pour ce réseau et on enlève également une adresse du masque à l'intérieur du réseau. Voilà, donc si on fait un illogique entre l'adresse IP et le masque, eh bien, tout simplement, on trouve quoi? On trouve la partie fixe de l'adresse IP, hein, et également on trouve la partie euh, interface, hein, qui est la partie modifiable, c'est-à-dire c'est cette partie-là qui permet d'identifier les machines à l'intérieur du réseau. Voilà, donc d'une façon globale, on a dans une adresse IP, on a une partie euh, voilà, qui est fixe et on a une partie qui est modifiable. Euh, et le masque réseau permet justement de faire cette frontière entre la partie fixe et la partie modifiable. Voilà, donc si je prends toujours l'exemple de 192.168.12.5, afin de délimiter la partie interface, la partie réseau, donc on peut utiliser un masque sur 24 bits à 1, donc 255.255.255, et lorsqu'on fait un illogique entre l'adresse IP et l'adresse du masque, donc là on trouve généralement l'adresse du réseau à quel appartient la machine. Voilà, donc si on fait un illogique entre, après conversion binaire, hein, donc l'adresse IP et l'adresse masque, et ben, on trouve l'adresse du réseau à quel appartient l'adresse IP, à quelle appartient la machine. Voilà, donc la représentation du masque, généralement, soit on fait par exemple le slash quelque chose, donc ici par exemple, en l'occurrence, on fait slash 24 pour signifier qu'on a 24 bits à 1, hein, et, cette interface permet justement de délimiter la partie réseau euh, de la partie machine. Et on peut distinguer aussi plusieurs classes d'adresses IP. Donc on a on a la classe A, alors la classe B, la classe C, la classe D. Bon, après la classe E n'est pas vraiment utilisable. Euh, je dirais les classes majeures largement utilisées sont soit la classe A, soit la classe B, soit la classe C. Dans la classe A, on a possibilité d'adresser environ 2 à la puissance 24 machines. Donc la classe A, n'est utilisée que pour de très très grands réseaux, hein. Donc si on a par exemple des grandes entreprises internationales
qui ont peut-être un nombre de machines, des dizaines et des dizaines de milliers de machines. Donc là, effectivement, il est possible de leur attribuer une adresse de classe A, parce que une adresse de classe A permet d'identifier jusqu'à 2 à la puissance 24 machines, interfaces différentes. Après, on a des adresses de classe B qui permettent d'identifier jusqu'à 2 à la puissance 16 machines différentes. Donc ça aussi, c'est utilisé pour des machines, plutôt pour des entreprises de grande taille. Hein. Donc, lorsque le nombre de machines possibles, d'interfaces possibles est de 2 à la puissance 16, il est intéressant d'attribuer tel type d'adresse. Après, on a des adresses qui peuvent être attribuées à des petites entreprises. Donc, lorsque le nombre d'interfaces ne dépasse pas les 2 à la puissance 8, hein, donc en l'occurrence 256 moins 2 à chaque fois, donc là, il est possible d'offrir une adresse de classe C. Par exemple, une petite start-up, elle n'a aucun intérêt d'avoir une adresse de classe B ni une adresse de classe C. Une petite start-up, peut-être avec une dizaine d'ingénieurs, avec peut-être une vingtaine d'ordinateurs, avec quelques serveurs, avec quelques équipements. Donc une adresse de classe C est largement suffisante pour les petites entreprises. Alors que pour les grands groupes, hein, tels que, par exemple, si on parle des entreprises, des aéroports, des adresses de machines, ou bien des entreprises internationales. euh, donc là, il est effectivement intéressant de leur attribuer des adresses de classe B ou bien classe A. Donc ces adresses, ils sont payantes, hein, ils ne sont pas gratuites. Et généralement, c'est des organismes de standardisation ou bien les organismes qu'on a étudiés précédemment qui peuvent offrir cet identifiant.